Je vous prie d'accueillir tout de suite Jean-Luc Mélenchon, candidat pour le Front de Gauche en 2012. Merci. Alors, Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir un excellent tribun de tous les observateurs, si ce n'est le meilleur orateur de gauche. Vos discours sont bien plus percutants que ceux d'une Martine Aubry ou un François Hollande que vous avez côtoyé pendant 21 années d'adhésion au Parti Socialiste. Ah, vous avez lu autant pour moi. C'est un parti d'ailleurs que vous avez finalement fini par quitter après 32 années d'adhésion. Est-ce que vous êtes aussi un petit peu parti parce que vous pensez que ce Parti Socialiste ne pourrait pas, au sein de ce parti, vous ne pourriez pas devenir un homme de premier plan, comme le démontre votre présence ici ce soir? Oui, bien sûr, en raison de mon action, de celle du Front de Gauche, de la coupure que nous avons opérée avec le reste du champ politique, qui nous rend plus facile à observer, à distinguer, et l'impact d'une manière d'être qui est mise au service d'un groupe d'idées auquel elle ressemble. Voilà. Mais ce que je voudrais tout de suite que vous sachiez, c'est que la notoriété n'est pas un bien si désirable qu'il y paraît d'abord vu de loin. Et votre idée d'après laquelle l'Europe serait forte en ouvrant les frontières, en grand, en s'imposant comme règle la concurrence libre et non faussée, non seulement entre nos nations, mais avec le reste du monde, ce qui est une folie, vous allez créer une situation de déséquilibre et de tension telle que tout ça va se fracasser. Oui, mais ça, c'était Maastricht que vous avez voté. Oui, en effet, j'ai voté Maastricht, mais comme je suis un être de raison, j'ai vite fait le bilan de ce que je venais de voter. Et c'est ça, alors j'en profite pour vous dire qu'il faut se méfier des raisonnements sectaires. Parce que les gens comme moi sont toujours défiés, on leur dit, mais vous êtes en dogmatique, parce qu'en effet, je suis marxiste, et je me rattache au matérialisme philosophique. Bon. Mais les gens souvent ne se rendent pas compte du caractère extrêmement violent de leurs injonctions. On me dit, vous avez voté Maastricht. Pas vous, mais souvent dans les émissions. Vous avez voté Maastricht. Donc. Non, pas donc. Je suis comme chacun d'entre vous. Je réfléchis, à un moment donné, je prends la décision, je la crois juste. Mais mon devoir, c'est d'en faire le bilan. Ce qui est d'un illuminé, c'est de ne jamais faire aucun bilan de rien. Comme ceux que je vois et qui gouvernent, qui ne font aucun bilan de rien. Car la Grèce est parfaitement solvable. À 1,25, pas à 18, pas à 20. Ce sont des taux usuriers. Oui, mais si on prête à la Grèce à 1%, enfin, leur dette, vous avez dit de manière illimitée, donc la dette de la Grèce va exploser littéralement. Et vous allez dire ça. Pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a des déficits de compétitivité structurelle en Grèce. Ils n'ont pas une industrie puissante, à part le tourisme et quelques exportations dans l'alimentaire. C'est vraiment très très limité. Donc. Et oui, voilà, les navires. Mais est-ce que ces pays sont... Voilà, les taxes, est-ce que vous pensez que ça ne va pas faire une fuite en avant et aucune mesure budgétaire responsable ne sera votée? Les gens continueront à ne pas payer leurs taxes. C'est là le défaut du raisonnement. Il n'est pas vrai que parce qu'elle aurait eu un financement de sa dette, elle serait devenue instantanément irresponsable et se serait mis à dépenser sans compter. Mais elle aurait continué tout simplement. Mais vous n'en savez rien. Elle aurait pu continuer à faire quelque chose de nouveau. Par exemple, faire payer les impôts à l'Église, qui n'en paye aucun. Deuxièmement, faire payer les armateurs. Troisièmement, on aurait pu courir derrière les fraudeurs du fisc. Parce que, pardon, quand il s'agit de courir après les fraudeurs de la sécurité sociale, il y a du monde. Quand il s'agit d'aller courir après les fraudeurs du fisc, il n'y a plus personne. Bon, on peut rétablir la Grèce. C'est pas difficile, mais il y a quelqu'un qui doit y perdre. Voilà. Qui est-ce qui va y perdre? Soit la masse des gens qu'on va tondre, soit par l'inflation, soit par la destruction des actifs, ce qui revient bien. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas d'autre. Si vous croyez que par l'austérité vous repayez la dette, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Personne ne paiera la dette en Grèce. Jamais. Ça ne se produira pas. Ce qui se produira, c'est des petites rallonges pour croire qu'on va le faire. C'est tout ce qui se produira. Comme en Argentine, pendant des mois et des années, ils ont cru qu'ils finiraient par payer. Et personne n'a pu payer, jusqu'à ce que tout s'écroule. Il y a une petite différence, c'est que l'Argentine avait sa propre monnaie, donc elle a pu dévaluer, alors que la Grèce ne peut pas pour retrouver la compétitivité qu'elle n'a pas. Et oui, alors que fait-on? Justement, vous le demandez. Attendez, commencez déjà par tirer la leçon de l'événement.
Vous dites l'Argentine avait sa monnaie. Oui, mais savez-vous quelle était cette monnaie? Le peso, qui était articulé. Mais oui. Mais elle a, justement, elle a pu lâcher cette réagrégation. Ça revient au même. Soit, mais la Grèce peut aussi dire qu'elle ne paye plus. Elle ne change pas de monnaie. Elle peut sortir de l'euro. Moi, écoutez, je suis le président de la République. On me dit que je vais vous enlever toutes les écoles, que je vais vous enlever, que je vais vendre tout ce qui appartient au pays. Vous croyez que je vais le faire? Que je dirai non. Et je vais vous dire comment ça se passe. Vous dites à quelqu'un, voilà, vous n'aurez rien. Il pousse des cris dégorgés. Il fait le tour du monde en hurlant, ce type est fou. Et puis après, vous dites, c'est ou rien ou 10%. Vous êtes pour un changement radical de la fiscalité. Vous proposez par exemple de plafonner les revenus à 360 000 € par an, salaire et revenus du capital compris. Donc cela paraît sain en soi car on peut vivre dans la grande aisance avec 30 000 € par an. Cependant, cette mesure comporte des risques. Donc le premier risque est de voir partir nos talents, donc PDG, créateurs d'entreprises, sportifs, artistes, dans ces pays voisins qui eux n'instaurent pas ce type d'impôt. Le second risque est de démotiver les travailleurs les plus compétitifs et ainsi de fragiliser les entreprises et donc l'économie. Donc comment faire face à ces effets négatifs? Effets négatifs supposés. Maintenant, oui, parce qu'il y a quand même une affaire aussi de vision de la société. Mais je viens sur le caractère concret de ce que vous dites. Donc, si on leur prend tout, ils s'en vont. Peut-être. Donc il faut les laisser faire. Je ne sais pas, je vous pose la question comment justement. C'est moi qui vous la pose. Je ne sais pas si vous pouvez laisser faire, mais si par exemple on interroge cette salle, combien seraient prêts, enfin peut-être qu'il y en aurait. Mais vous n'êtes pas concerné, arrêtez de raconter des histoires. C'est comme les gens qui jouent au l'instant, bien. Non, mais aucun. Admettons que certains deviennent dirigeants d'entreprise et gagnent plus de 360 000 € par an, ou grâce à leurs investissements, par exemple dans des PME, récupèrent plus de 360 000 € par an. Comment justement ne pas casser l'investissement, la création? C'est pas non plus inimaginable. Mais si, mais tout ça, ce sont des préjugés qui ne sont nullement démontrés. D'abord, les gens dont vous parlez ne sont pas des gens qui ont créé des petites PME, qui sont devenus tellement riches qu'ils en sont arrivés au point de gagner plus de 360 000 € par an. Ce sont des cas exceptionnels et rarissimes. D'abord, je veux tous. Vous savez, mais attendez, combien il y a de monde qui gagne plus de 360 000 € dans notre pays? 15 000 personnes, je crois. 0,05% du total de la population active de la patrie. Ça fait quand même 15 000 personnes, mais c'est quand même des gens qui participent à l'économie. Oui. Si on enlève ces 15 000 personnes, je ne sais pas si ça peut être bénéfique. Ici, il y en a 15 000 derrière qui n'ont pas mieux de prendre leur place. Mais vous avez, il faut comprendre ces choses-là. Ne me racontez pas que le PDG de Paribas est absolument indispensable et qu'elle n'a pas un autre derrière qui coûterait moins cher. C'est pas ce que je dis, mais qui dit que le numéro 2 ne partira pas non plus? Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Oui, c'est ce que c'est pas. Mais j'ai compris. Je dis premièrement que ça ne concerne que très peu de monde. Deuxièmement, que ça s'est déjà produit. Ça s'appelle une révolution. Mais oui, si vous ne voulez pas, au revoir. Au revoir, il y en a un autre. Ici, il n'y a pas que la cupidité qui vous mène dans la vie. Et vous n'êtes pas d'abord à vous dire « Ah, je ne ferai rien pour les autres ». Il n'y a pas que la cupidité comme motivation dans l'existence. Qu'est-ce que vous demandez à l'existence? De vivre dignement de votre travail, d'avoir un revenu satisfaisant. Si vous avez des enfants, qu'ils soient bien accueillis dans une école de qualité, que vos parents puissent partir en retraite, que si vous êtes malade, vous soyez soigné, que vous puissiez avoir des vacances. Enfin, le but dans la vie, l'idéal, c'est pas de se goinfrer au prix de laisser tous les autres mourir. Voilà, et là, avec moi, on a le droit de vouloir que ce soit comme ça. Je comprends parfaitement. C'est le monde dans lequel nous vivons. On a le droit de le vouloir. Vous avez un bulletin de vote, ne me demandez pas de justifier tout ça en disant je suis d'accord parce que c'est le seul moyen que nous avons de bénéficier de la précieuse intelligence d'une poignée de cupides dont nous pouvons nous passer premièrement et que nous pouvons pourchasser deuxièmement. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Il faut faire, le mettre en prison. Dites-nous. Oui, monsieur. Le crime doit être puni. Et le crime du riche doit être puni comme le crime du pauvre. Celui qui fuit sa patrie, qui la vole, qui la raquette, qui va se cacher à l'étranger, doit être puni. Donc, premièrement, on le rattrape. Deuxièmement, on lui dit, tu paieras tes impôts dorénavant, pas simplement, nous te faisons une amnistie du passé. Il a le droit d'aller vivre en Suisse si ça l'intéresse, on ne va pas empêcher les gens d'aller là où ils veulent aller.
il va là-bas, mais il n'y va pas uniquement pour se soustraire. Surtout quand auparavant on a fait travailler et on a pris cette masse d'argent sur le travail des autres. Voilà. Donc moi ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait une législation qui fasse payer la différence qu'il y a entre ceux qui payent à l'endroit où ils se trouvent et ceux qui devraient à l'État français. Alors, il y a des pays qui ne veulent pas. Ça c'est un problème. Les pays qui ne veulent pas. Et bien là, deuxième question, comment fait-on? Et c'est toujours la même. Soit on subit comme des animaux, ouais, on est quand même la France, on a 2-3 moyens de persuasion qui peuvent être des fois un peu vigoureux, et qui aident les gens à comprendre que bon, tout n'est pas possible. Donc nous n'allons pas être mis en échec par un paradis fiscal. Nous n'allons quand même pas devoir supporter de voir un pays qui est gros comme un confetti, où il n'y a rien que des boîtes aux lettres d'entreprise, et accepter que voilà, tout le monde vole au su et au vu de tout le monde. Et puis après, par contre, on vient chez nous en disant quoi? Celui-là, il a déclaré un jour de grippe de plus, et en plus, il devrait être payé. Non, ça c'est pas possible. Donc après, je vous dis encore une fois, c'est un choix. On peut considérer que ma méthode est inquisitoriale, brutale, violente, et tout ce qu'on veut. C'est un choix, je ne l'impose pas. C'est une affaire de bulletin de vote. Si vous voulez que ça soit fait, je le ferai. Si vous ne voulez pas, vous trouvez quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est ce qu'une partie d'entre vous s'apprête à faire. Peut-être pas après la conférence. Ah merci, l'histoire. Donc, est-ce que vous auriez vraiment laissé les forces de Calais? Donc, comment sans... Non, alors j'allais dire, est-ce que vous auriez accepté l'intervention de l'OTAN, etc. Réponse, non. Parce que j'ai une cohérence de principe qui est liée à ma propre position. Je ne suis pas pour l'OTAN, je suis contre, je suis pour que la France en sorte. Deuxièmement, je ne suis pas pour la participation armée à des guerres civiles. J'en profite, puisque je suis sur le chapitre, pour vous dire que j'estime que la manière dont est traité Laurent Gbagbo n'a rien à voir avec la justice. C'est la justice des vainqueurs. Hein. Ce qui est fait à son sujet, la manière dont il est déféré au tribunal international, n'a rien à voir avec la justice. Mais c'est un autre sujet sur lequel vous ne m'interrogez pas. Non, je ne l'aurais pas fait. D'accord. Donc, pareillement, sur Bachar el-Assad, vous soutenez l'inaction de la communauté internationale. Bien sûr, je soutiens le crime, la lâcheté. C'est évident, la question est posée. Je vous fais une réponse claire. Clairement, soit on est pour l'intervention et on arrête un dictateur, comme ça a été fait avec Kadhafi, ou soit on ne fait rien, comme ce qui se passe en Syrie, et on compte. Pour l'instant, je crois 3 000 morts ou 4 000 morts. Donc je sais pas. Enfin, les morts sont tellement plus délicieux quand c'est assez clair. Je dis les morts sont plus délicieux comme c'est nous qui les On ne peut pas dire que l'OTAN fait des milliers de morts, a fait des milliers de morts en Libye. Ah bon? Je pense. Vous pensez ou vous savez? Je pense savoir. Vous pensez? Imaginez que ce ne sont pas les civils qu'ils attaquent. L'OTAN est censé attaquer. Est censé attaquer. Oui, je sais. Je sais. J'ai pu admirer des exploits en Irak où les bombes arrivaient, tapent à la porte. Est-ce qu'on peut entrer? Oui, oui, c'est un ennemi. Non, c'est un ami. Écoutez, soyons sérieux. Les guerres propres n'existent pas. Il n'y a pas de gentils dans cette histoire. Il n'y en a pas. D'accord? Vous avez des peuples méchants clairement identifiés. Ah bon? Je pense que Bachar el-Assad, aujourd'hui, il fait l'unanimité que c'est un dictateur sanguinaire. On va en Syrie. Ouh, le pago, on intervient, on va lui casser la tête. Qu'est-ce qui va se passer après? Le chaos, comme en Libye. C'est ça qu'on veut partout. Et on va répéter la propagande des Américains avec les gentils et les méchants. Bien sûr qu'il y a des méchants, mais il y a beaucoup de méchants. Voilà. Donc le rôle de la France, c'est pas d'aller faire le gendarme du monde dans les fourgons des États-Unis d'Amérique. Donc le front de gauche, vous êtes d'accord que sa cible principale, c'est les ouvriers. Et pourtant, ces derniers déclarent, dans une enquête récente de PVA, voter massivement pour Marine Le Pen, 42%, puis pour Nicolas Sarkozy, 22%, et enfin pour la gauche, 20%. Alors, est-ce que l'erreur de la gauche depuis 1995 n'est pas d'avoir délaissé les catégories populaires qui se retrouvent dorénavant dans le discours de droite et d'extrême droite? On lui donne une place à cette femme que rien ne justifie dans la réalité. Baladez-vous un peu, circulez un peu, et vous verrez que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous sommes partagés entre eux, nous et les abstentionnistes. Tous les autres ont disparu. Donc, quand je vois la complaisance avec laquelle elle est installée, mise en scène, elle fait un meeting il y a 2 jours à mettre, ils sont 1000. Est-ce que vous vous rendez compte que 1000 c'est rien? C'est code pour des gens qui sont dans une région où ils font leur maximum de score. Ils sont 1000, il n'y a pas un journaliste pour dire bah, c'est quand même curieux, ils sont que 1000. Moi, la moindre meeting que je fais, nous sommes 2 ou 3 000. Et nous ne sommes pas les records de ceux qui sont capables de rassembler. Cette femme, elle est en panne de public, elle est en panne d'électeurs, elle est en panne d'imagination. D'abord, commençons par
enfin, situer la fonction sociale de Le Pen. Pour vous, pour ceux qui n'ont pas regardé l'histoire politique, c'est un fait nouveau. Comment l'extrême droite qui parle pour les ouvriers? Mais non, il n'y a rien de plus banal. Dans le national-socialisme, il n'y avait pas que national, il y avait socialisme. Les ouvriers nazis ont fait le coup de poing avec les ouvriers communistes pour contrôler la grève du tramway en 1929 à Berlin. C'est un grand classique. Le chien de garde du capital, il ne va pas les garder les bourgeois, ils sont déjà convaincus. Il va garder l'ouvrier. Il va essayer de diviser le front de classe. Moi, je vais dire, mes camarades, ça ne sert à rien d'agiter sans arrêt la photo d'Adolf Hitler. C'est pas le sujet. Mais si Madame Le Pen parle aux ouvriers, alors qu'est-ce qu'elle leur dit à propos du salaire minimum que moi je propose d'augmenter? Elle répond que c'est une mesurette. Eh bien, je lui dis, va vivre sans la mesurette. Tout le monde ne peut pas habiter chez papa au château de Montretout. Concrètement, comment vous faites pour sortir les gens qui n'ont pas de papier? Virgule, combien il y en a? Ils ne savent pas. Dans les débats au Sénat, j'ai entendu... Pardon? 200 000. Admettons 200 000. 200 000, c'est le plancher, c'est quand je suis dans une réunion. Que les gens comprennent, ça va mal tourner si jamais ils vont plus haut. Mais j'ai entendu 800 000 au Sénat. J'ai dit à mon collègue, il dit, ah bon, vous avez trouvé ça où? Oui, on peut le trouver. Oh, je le pense. Très bien, vous le pensez. Mettons qu'il n'y en ait que 200 000. On arrondit. 250 000, comme ça va aller plus vite. On en sort 25 000 par an aujourd'hui. D'accord? Vous allez donc, pendant 10 ans, sortir 25 000 personnes par an. Sans qu'il y en ait un seul qui rentre, hein? Parce que sinon, vous tout recommencez. Donc, vous allez en sortir 25 000. Et il faut espérer pour vous qu'ils vont tous dans la même direction. Ça fait combien de trains? Ça fait combien de bateaux? Ça fait combien d'avions? Allez, expliquez, puisque vous êtes si rationnel et si concret. Comment vous faites? Comment vous faites? Nous n'en savons strictement rien. Donc, il faut bien se coller une chose dans le crâne. Personne ne s'en ira. Voilà, c'est comme les Grecs, ils ne paieront pas. Les gens qui sont là, ils sont là. Ils sont là, on a des enfants avec, des petits-enfants avec. C'est notre famille. Ça vous plaît pas, la famille, vous la choisissez pas. Voilà pourquoi vous n'y arriverez pas. Et ça n'a pas de sens. Il vaut mieux faire un effort maximum pour qu'on soit tous égaux, tous français, tous à avoir des enfants ensemble, que de passer 10 ans à courir à la porte des écoles pour attraper le premier gosse qui n'a pas la couleur d'un bon blanc avec les yeux bleus, et encore maintenant avec les Russes, il faut se méfier, suspect. D'accord, on va humilier la France à faire ça pendant 10 ans, chasser les gens, mais pour chasser de tous les côtés, quelle honte. Donc on ne le fera pas. Mais vous avez le droit de vouloir le faire, je vous en prie. Mais vous ne votez pas pour moi, et vous ne me demandez pas, comme on me le fait, on me dit mais vous devez vous aussi tenir compte de la migration. Mais j'en tiens parfaitement compte, puisque je suis partisan d'une intégration de tous ceux qu'on peut intégrer. Et deuxièmement, je dis à cette bande d'hypocrites, si vous ne voulez pas que des gens viennent, demandez-vous pourquoi ils partent. Parce que vous pensez-vous qu'ils partent la fleur au fusil, tellement contents en disant tiens, après avoir une discussion au village. Parce que M. Guéant nous apprend que si on a une législation sociale favorable, alors ça va faire un appel d'air. Donc au village, il y a quelqu'un qui dit nous allons faire une réunion de législation comparée. Quelqu'un peut-il nous amener la loi allemande concernant la maternité et la grossesse? Non, moi j'ai vu la loi danoise. C'est très dur d'immigrer. On souffre quand on est immigré. On est séparé de sa famille, de ses paysages, de ses odeurs. On est tout seul. Il fait froid souvent et on ne connaissait pas. Et c'est très dur, et il faut s'occuper de ceux qui sont là-bas, et aussi quand même d'avoir un bout de vie ici. Ne méprisez jamais un point de vue qui vous interpelle, parce que souvent, même si il vous paraît d'abord excessif, c'est celui qui vous pousse à sortir de vos routines, et des fois de vos ornières. Voilà quelle sera ma conclusion, en vous appelant à l'esprit critique, à la mise à distance, et surtout rappelez-vous que personne n'est de bonne foi. Merci beaucoup.